J'ai le sentiment que le film de ce matin, ou je ne sais pas, d'autres que l'on pourrait voir, c'est un documentaire à la première personne. Je veux dire que l'objectivité du monde que tu mets à l'écran n'est pas le sujet de tes films. C'est un essai personnel. Je pense que chacun de mes films documentaires est un journal. Oui. Un journal écrit à la première personne. J'ai fait un long film sur le Louvre qui s'appelle Le Louvre imaginaire, qui est un film d'1 h 30. C'est un film qui inclut des petites scènes de fiction dans les décors du Louvre. Et il est conçu pour moi comme un journal, en effet. C'est-à-dire j'ai le souvenir d'avoir imaginé ces choses, de les avoir tournées. Et je n'ai jamais aussi bien vu le Louvre qu'en le filmant. Pourtant, j'avais visité des centaines de fois depuis mon enfance. J'avais commencé par découvrir le Louvre quand j'étais gamin, que mes parents m'y emmenaient, comme un endroit où on pouvait voir des femmes nues. À l'époque où je n'en avais jamais vu, je voyais les tableaux d'Ingres, j'étais absolument enchanté par tout ça. Et j'allais au Louvre pour voir des femmes nues. Bon, donc j'ai commencé très tôt à aller au Louvre. Je l'ai visité des centaines de fois, mais je ne l'ai jamais aussi bien mémorisé, je ne l'ai jamais aussi intimement connu qu'en le filmant. Et donc, effectivement, chaque film est lié à de la biographie, à de l'autobiographie, et devient une sorte de journal. Quand ce n'est pas ouvertement le cas, comme dans le film qui était projeté hier, du côté de Vitebsk, qui est vraiment un journal de voyage. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée d'essai. Par exemple, dans ce qu'on peut considérer comme mon travail théorique, je ne suis pas un théoricien, je n'ai pas une formation de théoricien, donc je me risque à des hypothèses avec mes outils, les outils conceptuels qui sont les miens. Ma formation, je suis linguiste de formation, bon, donc j'ai hérité beaucoup de choses de cette formation, notamment dans la rigueur méthodologique, mais voilà, je ne suis pas un théoricien du cinéma, je n'ai pas appris grand-chose des théoriciens du cinéma, j'ai beaucoup plus appris des techniciens du cinéma que des théoriciens, même s'il y a évidemment de grands théoriciens, notamment du montage. Un ingénieur du son, c'est un personnage qui vous entraîne dans des aventures extraordinaires. Oui, mais je voudrais te demander un détail encore sur cette question de l'essai. Est-ce que tu peux dire qu'au fond, tu parles de journal, mais est-ce que tu pourrais dire que si on mettait bout à bout tout est documentaire, tout est film-essai, même quand ils sont des commandes strictes, hein, et tu dois les remplir, est-ce que tu pourrais dire que c'est au fond une autobiographie, un portrait, un journal très intime, pas seulement un journal, mais un journal très intime, ça dessine quelque chose de toi, tu pourrais dire ça, toi. C'est en cela que ça se distingue de plein de documentaristes qu'on connaît, quoi. On pourrait le dire, et à la limite, j'aimerais que parfois ce soit plus intime encore. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de filmer des lieux. Par exemple, j'ai fait un long film de 4 heures sur le Louvre-Lens. J'en ai filmé toute l'histoire politique, toute l'histoire architecturale, toute la construction du bâtiment, toutes les questions de muséographie, etc. Mais je l'ai fait, bon, voilà, comme ça se construisait pas très loin du Fresnoy, on y allait en 1/2 heure. C'était lié à ma vie, en effet, donc il y a un côté autobiographique. Je me souviens des tournages le matin, dans la boue, en hiver, etc. Mais à la limite, j'aurais aimé qu'il se passe d'autres choses de ma vie. J'aurais aimé, je ne sais pas, rencontrer quelqu'un, avoir des aventures pendant ce tournage. Ça ne s'est pas produit. Mais malgré tout, oui, on peut dire que c'est un moment de ma vie, c'est un moment de mon autobiographie où, voilà, certains matins, je partais très tôt au Louvre-Lens, dans ce chantier pour voir naître ce musée et dont j'ai vu toute l'histoire jusqu'à d'ailleurs, le film se termine par une scène de fiction où je fais venir des personnages d'une autre époque dans ce musée construit aujourd'hui, en considérant que c'est un musée qui récompense une région qui avait beaucoup souffert socialement, c'est la région des mines de charbon, et que toute cette population laborieuse avait été très sacrifiée. Et donc les politiques qui ont voulu le Louvre-Lens entendaient que ce soit une sorte de récompense pour une population qui avait souffert et qui avait beaucoup donné à la France de sa prospérité économique à une époque. Donc dans la fin du film, j'ai fait revenir des gens du 19e siècle qui visitent le Louvre-Lens comme si il avait pu leur être offert. Voilà, donc c'est vrai que même un film apparemment comme ça, une commande documentaire avec un sujet très précis peut devenir un moment d'autobiographie. Et en tout cas,
Si les choses que je fais en tant qu'artiste ne sont pas liées à ma vie, elles ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que tout ce que je fais doit être autobiographique. De la même façon que pour mes films, je n'aimais travailler qu'avec des comédiennes qui étaient liées à ma vie, qui étaient mes compagnes. Sinon, ça ne m'intéressait pas. Et d'ailleurs, j'aime associer tout mon entourage, que ce soit mes relations amoureuses ou mes relations amicales, à des projets. Les meilleurs moments de l'amitié ou de l'amour, c'est de faire des choses ensemble, de produire. J'ai cette obsession de produire, en fait, de réaliser, de créer. Et donc, voilà, c'est comme ça que je produis beaucoup de choses, essentiellement liées à des aventures personnelles ou à des intérêts personnels. Et quand ce sont des commandes, j'essaye de me les approprier et d'en faire des moments de ma vie. Tu dirais que le matériel léger, ultra léger maintenant, y compris le matériel numérique maintenant, tu as même filmé avec ton téléphone, tu t'y es essayé, hein, tu dirais que ça a changé quelque chose sur cette intimité, sur ces documents intimes pour toi? Oui, sûrement. Par exemple, là, je suis en train de travailler à un film que j'ai fait avec Christian Boltanski et dont le tournage a duré 50 ans. Il a duré 50 ans puisque je l'ai commencé en 1969. 50 ans de tournage, et je fais ce film à l'occasion de la grande exposition qu'il a au Centre Pompidou. Et on avait commencé ce film d'une façon très simple. Il m'avait donné la clé de son appartement, il avait 24 ans comme moi, et il m'avait dit, voilà, tu viens quand tu veux, tu me filmes, tu filmes ce que je fais. Parfois je travaille, parfois je fais rien. La plupart du temps je fais rien, je réfléchis, je cherche des idées. Bon, tu viens quand tu veux avec ta caméra et tu filmes. On avait commencé ce film. Et puis évidemment, c'était un peu compliqué parce que je filmais en 16 mm, il fallait acheter la pellicule, ça coûtait de l'argent, le développer. Bon, si j'arrivais chez lui avec ma clé et qu'il ne faisait rien, bon, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc on avait commencé à tricher. Je l'appelais en lui disant, écoute, j'arrive dans une demi-heure, prépare-toi et essaye de faire quelque chose d'intéressant que je puisse filmer. Bon, on a fait ce film. Quand même, un jour, ce film s'est arrêté. Et on n'a pas arrêté par la suite de retrouver des occasions de filmer, c'est-à-dire de poursuivre ce film. Et tout ça pour vous dire que si le premier film, celui que je faisais en 16 mm noir et blanc, j'avais pu le faire en vidéo, alors on l'aurait continué sûrement jusqu'à aujourd'hui, parce que là, j'aurais pu vraiment aller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit chez lui, filmer ou ne pas filmer, faire des durées sans problème, ça ne coûte rien, la vidéo, c'est la bande magnétique. Aujourd'hui, c'est même pas de la bande magnétique, ce sont des cartes mémoire. Et donc cette économie de l'imagerie numérique, elle est fantastique. Enfin là, on s'approche vraiment de ce que j'évoquais hier, enfin en présentant le film sur Vitebsk, de la caméra stylo, c'est-à-dire une caméra dont on se sert comme d'un instrument d'usage quotidien, normal, voilà, qui ne coûte rien, pas plus qu'un crayon, et qu'on manipule très facilement. Si ce train existe réellement et si je suis dans ce train, quelle est donc la place que j'y occupe ? Ai-je une place assise près de la fenêtre, par exemple? Et ce paysage est-il ce que je vois défiler? Ou suis-je debout dans le couloir, parmi le courant d'air, qui fait flotter de jolis rideaux comme ceux d'une chambre? Les caméras d'aujourd'hui sont miraculeuses. Enfin, leur prouesse technique, c'est toujours net, toujours bien exposé, il y a du son. En 16 mm noir et blanc, il n'y avait pas de son, donc il fallait enregistrer à part, ce n'était pas synchronisé. Donc la vidéo est un progrès énorme sur le cinéma. Je dois dire que je reste attaché d'une façon un peu fétichiste au support traditionnel. On fait encore tous les ans un petit bout de film avec Dominique, en 16 mm avec ma vieille caméra achetée en 68. J'aime bien les machines, j'aime bien les caméras, j'aime bien que ça tourne, j'aime bien tous les objets qui ont une mécanique. J'aime bien les montres, j'aime bien les machines à écrire, et notamment ces objets qui ont une mécanique qu'on peut faire revivre.